Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. De te retrouver, très contente. Bonjour à toi qui m'écoutes, Lavtje, c'est Manel. Je t'accompagne en direct chaque matin pour 1 heure de vitamines de 9 à 10 heures. Notre rendez-vous quotidien 100% bien-être est là pour te tirer vers le haut et t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Avec mes invités experts, chaque jour, on s'amuse, on apprend et surtout, on pratique pour aller de l'avant. Un coucou à celles et ceux qui nous suivent sur le site arabelle.fm. Si vous voulez allier l'image au son, vous pouvez télécharger l'application Arabelle et nous regarder en direct. Vous pouvez participer à l'émission, cette fois-ci, non pas par SMS, mais via ma page Instagram. Je vous rappelle que c'est provisoire parce qu'on a un petit problème technique avec les SMS. Ma page Instagram, c'est Manel, M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. A-S-T-A-F-E-E-D. Sujet du jour, la gestion des conflits en entreprise. Elle représente jusqu'à 3 heures par semaine. Jusqu'à 90% des employés ont déjà vécu un conflit qui s'est aggravé au travail. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jiménez, consultante, coach et formatrice spécialiste du bien-être au travail. Elle va répondre aux questions. Quels sont les différents types de conflits au travail, les sources des conflits et comment mieux les gérer? Et si un conflit s'enlise, que faire? On se retrouve juste après la pause. Bonjour Madame Claudia. Bonjour Manel. Ça va? Vous allez bien? Oui, merci. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Ça me fait Ça me fait, moi aussi, c'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire que je suis très, très contente de vous recevoir. C'est votre 3e fois dans notre émission. Les 2 premières émissions, on avait parlé du bien-être en entreprise et on en a tellement besoin, Claudia, parce que on passe aussi beaucoup de temps au travail avec les collègues et c'est très important de se sentir bien en entreprise. Des fois même, il y a certaines personnes qui passent plus de temps avec les collègues qu'avec leur famille. Exactement, oui, c'est tout à fait vrai. Donc c'est vraiment important ce bien-être et toutes ces choses qui sont liées au bien-être, très important. Alors avant de vous poser la première question par rapport au conflit, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressée à ce sujet-là, tout ce qui est bien-être en entreprise, Claudia? Alors, je me suis intéressée au bien-être en entreprise parce que je m'intéresse à l'humain, à l'autre, et que j'ai moi-même passé énormément d'heures en entreprise, parfois de soirées, donc beaucoup d'heures en entreprise avec mes collègues, et donc je me suis rendu compte au fur et à mesure des années vraiment de l'impact de certaines choses dont on tient parfois pas compte, qui sont de petites choses qui bout à bout font que on se sent mieux, on est plus performant, ou le contraire d'ailleurs. Ou le contraire. Je vais juste signaler à nos auditeurs que s'il y a une différence de son, c'est parce que je reçois Madame Claudia Jiménez par Skype, vu les circonstances actuelles. Mais j'espère que la situation va s'arranger et vous recevoir encore une fois sur le plateau, Madame Claudia. Alors pour commencer le sujet, Claudia, qu'est-ce qu'un conflit au travail? Alors, quand on est dans le conflit, on est évidemment à l'opposé des 2 premières fois où je suis venue vous rencontrer, donc opposé du bien-être, et donc c'est lié vraiment à la motivation dont on parlait les autres fois. La motivation au travail, pour rappel, c'est lié à la sécurité, à l'autonomie, à la reconnaissance qu'on peut avoir, aux possibilités d'évoluer, etc. Donc tout le conflit est le contraire, est ce qui nous apporte pas ça. Et c'est vraiment quand on est dans un affrontement, que ce soit entre intérêts, que ce soit les valeurs, que ce soit les actes, la manière de faire. Donc c'est vraiment un désaccord qu'on a avec quelqu'un, des idées qui s'opposent, bien qu'un désaccord ne mène pas forcément à un conflit. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que c'est toujours un désaccord? Est-ce que toujours les désaccords mènent à un conflit ou pas? Non. Un conflit, c'est un désaccord qui n'est pas réglé, on va dire. Donc, on peut ne pas être d'accord et régler ça de manière sans entrer forcément en conflit.
Alors, selon votre propre expérience, Claudia, est-ce que c'est tellement courant? Moi, j'ai vu un chiffre qui fait peur. Jusqu'à 90% des employés ont déjà vécu un conflit qui s'est aggravé. On ne parle même pas de conflit simple, mais 90% qui ont vécu un conflit qui s'est aggravé. Est-ce que ces chiffres sont réels? Ces chiffres sont tout à fait réels. Donc, vraiment, le travail est un endroit où on est en désaccord d'idées, de valeurs. Et donc, oui, des désaccords, il y en a beaucoup, des conflits que 90% des personnes soient entrées une fois dans leur vie en conflit ne m'étonne pas. Moi, je dirais même que c'est un chiffre qui est tout à fait réel. Et moi, j'ai souvent tendance à dire même 100%, je crois, parce qu'il y a qui n'entrent pas en conflit. Et du coup, ils n'entrent pas en conflit avec l'autre et ils sont en conflit avec eux-mêmes parce que ça reste latent. On verra peut-être sur les conflits qui s'enlisent. Mais voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas le conflit, qui n'aiment pas être en désaccord. Et au finalement, on a un conflit avec soi-même. Donc, on est quand même en conflit. Donc, ces chiffres ne m'étonnent pas du tout et ne descendent pas avec les années. C'est quelque chose d'assez constant. C'est épuisant, c'est pour ça qu'on n'aime pas les conflits. On se sent épuisé, notre énergie s'épuise avec les conflits, surtout les conflits inutiles. Donc vous allez nous expliquer par la suite tout ça, Madame Claudia. Qu'est-ce que ça représente, la gestion des conflits pour les entreprises? C'est une perte de temps? Qu'est-ce que ça représente? Le temps. Alors, oui. La gestion de conflits, c'est pas du tout une perte de temps. Il y a beaucoup de formations qui se donnent en gestion de conflits pour apprendre aux gens à se connaître eux-mêmes et à pouvoir gérer, parce que finalement c'est une gestion des émotions, donc à pouvoir gérer leurs émotions et à pouvoir mieux communiquer avec leurs collègues, avec leurs clients. Donc il y a beaucoup qui est fait en entreprise en ce sens-là, justement pour éviter de devoir jouer les médiateurs, de devoir investir du temps par la suite lorsqu'il y a des conflits. Donc ce qui est intéressant en entreprise, c'est de pouvoir anticiper le conflit. Donc, en offre les moyens aux gens de pouvoir reconnaître leurs émotions, parce que finalement on peut être en désaccord sans forcément rentrer en colère, et donc de pouvoir gérer ça. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie, vous l'avez dit, et donc ça impacte la performance. Donc pour les entreprises, c'est important de pouvoir gérer ou en tout cas d'anticiper sur cette gestion de conflit. Aujourd'hui, je vais prendre par la suite la question d'une auditrice, Fatima. Juste une question, s'il vous plaît, Claudia. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire un bon manager, c'est quelqu'un qui sait gérer les conflits? Autrement, on ne peut pas être un bon manager? Alors, désolé pour les managers qui ne le font pas. C'est carré de dire un bon manager est, mais en tout cas, la compétence de pouvoir gérer les conflits, surtout de les anticiper, fait que oui, ce sera, disons, un bon manager, même si je n'aime pas cette expression-là. Mais aujourd'hui, manager sans pouvoir gérer les conflits et surtout les anticiper, ce qui veut dire connaître son équipe, être auprès des personnes, c'est la clé, je pense. C'est la clé d'un management efficace, en tout cas. Je comprends votre façon de voir les choses. J'ai compris, depuis que je vous reçois dans cette émission, vous êtes quelqu'un qui n'aime pas coller les étiquettes. Mais malgré tout, Claudia, des fois c'est nécessaire. On peut dire un bon manager ou un mauvais manager. Maintenant, les résultats des entreprises peuvent parler de la compétence et de la performance d'un manager. En fait, il y a des managers, c'est-à-dire c'est une question de balance. Un manager qui n'a pas cette capacité à gérer les conflits, évidemment c'est un plus, évidemment c'est quelque chose qu'on va lui demander. Mais s'il n'a pas cette capacité, mais qu'il a dans son équipe des gens qui, eux, savent reconnaître et sont à même à gérer les conflits, qui sont assez autonomes pour pouvoir bien fonctionner entre eux, ça existe, et donc le manager doit moins intervenir. C'est pour ça que cette notion bien mal, alors c'est vrai, voilà, c'est la question d'étiquette, mais voilà, c'est une question de balance. Idéalement, c'est
à pouvoir gérer les conflits. Mais oui, un bon manager, pour moi, c'est celui qui sait les anticiper, en tout cas. Les anticiper carrément, avant d'arriver à la gestion des conflits. J'ai reçu une remarque de Fatima, une auditrice. Donc, est-ce que vous pouvez la commenter, s'il vous plaît? Donc, elle dit, moi, je trouve que beaucoup de conflits sont liés à la concurrence et c'est le patron qui met cette concurrence. Qu'est-ce que vous en pensez, Claudia? Alors, évidemment, c'est une sorte de conflit. Les conflits de position ou les conflits d'intérêt, c'est une sorte de conflit. Est-ce que c'est le patron qui le met? Donc, je pense comprendre, c'est Fatima, c'est ça? Oui, c'est Fatima, exactement. Dans votre question, Fatima, c'est on met la pression sur les gens et du coup, les gens sont en opposition et entrent en conflit parce qu'on les compare les uns aux autres. J'imagine que c'est ça la situation. Oui, c'est une source de conflit. Donc, c'est à l'opposé de l'anticipation des conflits et des désaccords, effectivement. Effectivement. Vous savez, je vais vous avouer quelque chose, Claudia. Je n'arrive jamais à prévoir vos réponses. Jamais. Vous me surprenez à chaque fois. C'est pour ça que j'adore vous écouter. J'apprends beaucoup. Alors, Claudia, les différents types de conflits au travail, maintenant, vous avez cité avec l'exemple de Fatima, les conflits de position. Qu'est-ce qu'on peut citer comme différents types de conflits? Donc, vous avez les conflits de position, comme on l'a expliqué avec la question de Fatima. Les conflits de position, ça peut aussi être des conflits de valeurs, hein, et là, c'est plus inconscient. On a beaucoup de conflits de perception. Donc, la perception qu'on a, tout le monde n'a pas la même manière de voir le monde, tout le monde n'a pas la même manière de décoder ce qui se passe autour de lui. Donc, c'est la non-compréhension commune. Moi, j'aime bien dire, quand je démarre une formation, voilà, d'abord, ce qu'on va faire, c'est avoir une compréhension commune de ce de quoi on parle, parce que les mots, parfois, ou les situations ne sont pas perçues de la même manière. Donc, on pense qu'on parle de la même chose ou qu'on voit la même chose et puis pas du tout. Donc, beaucoup de conflits dus à la perception, aux opinions aussi, hein, on n'est pas d'accord avec une idée, des conflits d'intérêt, on l'a vu, des conflits de personnes aussi, hein. Personnel. Oui. Parfois basés uniquement sur l'antipathie. Vous savez, il y a des gens, parfois c'est uniquement sur le ressenti. Voilà, ça sont les principales sources de conflits au travail. Madame Claudia, j'ai envie de m'attarder sur les conflits de valeurs. J'ai comme l'impression que ce sont les conflits les plus difficiles à résoudre parce que chacun est convaincu que sa vision des choses et ses valeurs doivent, on va dire, gagner à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Le conflit des valeurs, c'est difficile à régler parce que c'est inconscient souvent. Donc les croyances qu'on a sont inconscientes. C'est-à-dire qu'on réagit par rapport à une situation, par rapport à ses propres valeurs, de manière plus inconsciente que quand on prend du recul et qu'on dit je ne suis pas d'accord, je suis en désaccord avec une opinion. Donc c'est plus difficile, oui et non. Là, c'est vraiment le rôle du manager aussi de ramener les personnes en entreprise. On devrait tous être alignés avec les valeurs de l'entreprise. Après, on a ses propres valeurs personnelles, mais là, il suffit vraiment d'écouter les gens, de comprendre ce qui bloque. C'est vrai que ce sont des conflits qui font le plus appel à des coachs quand ils s'enlisent, hein, parce qu'il faut vraiment chercher quelle est cette valeur, quelle est cette croyance de fond, d'où elle vient, qui fait que ce conflit est là et s'enlise, si les personnes n'arrivent pas à le faire seules. Madame Claudia, s'il vous plaît, avant de postuler pour une entreprise, est-ce important de connaître les valeurs de l'entreprise et savoir si on adhère à ces valeurs-là ou on peut quand même postuler, être engagé et on va dire faire abstraction des valeurs des entreprises qui sont différentes des nôtres? Alors, on peut tout, voilà, ça c'est sûr, hein, si on a envie, mais vraiment, mon conseil, c'est bien sûr les valeurs de l'entreprise. C'est extrêmement important. C'est ce qui va faire l'image, c'est ce qui va faire qu'on se sente bien ou pas en entreprise. C'est est-ce qu'on adhère oui ou non aux valeurs. Ça me semble primordial.
Alors, c'est un monsieur, c'est un pseudo que j'arrive pas à lire. Donc, il parle de conflits constructifs et destructifs. Est-ce que ça existe, Madame Claudia? Chaque conflit, quand il est, c'est une très bonne question de pseudo. Merci beaucoup pour la question. Oui, c'est très intéressant. En fait, chaque conflit est constructif. Pour peu qu'on arrive à le résoudre, il est constructif et il amène quelque chose. Ah. Alors d'après ce que j'ai compris, si c'est un conflit qui me donne plus d'expérience et qui me permet d'éviter de futurs conflits, c'est un conflit constructif. Mais ça peut aussi devenir un peu destructeur, Claudia, si on n'arrive pas à le gérer et que ça épuise notre énergie et ça influence aussi notre productivité au travail. Si on arrive, c'est tout à fait vrai, hein, si on n'arrive pas à le gérer, on reste dans une situation où toute notre énergie est concentrée, même plus sur la résolution du conflit, mais sur le conflit en lui-même. On connaît tout ça, c'est-à-dire ça s'enlise, et au final, on oublie même le pourquoi du conflit, et la moindre chose qui arrive avec la personne en question est source de conflit, ou avec le groupe. Et donc, on finit dans une situation, effectivement, c'est plutôt destructeur, parce qu'on en oublie même le pourquoi de la situation conflictuelle. D'accord, Madame Claudia, je vais vous dire la question du même auditeur, mais vous allez peut-être répondre après la pause si vous permettez. Il parle de conflit d'autorité. Il dit que pour lui c'est les plus difficiles parce que quand c'est un supérieur en hiérarchie, il a difficile à dire non et pour lui c'est les plus difficiles. Donc ce n'est pas les conflits de valeurs d'après lui. Donc si vous permettez, Claudia, on va se retrouver juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jimenez, consultante, coach et formatrice spécialiste du bien-être au travail, une invitée que j'adore recevoir dans l'émission. Aujourd'hui, on parle de la gestion des conflits en entreprise, les différents types de conflits, les sources de conflits, comment les gérer. Et elle va nous expliquer aussi, ou va nous donner les astuces pour gérer les conflits qui s'enlisent. Juste avant la pause, Madame Claudia Jimenez nous expliquait les différents types de conflits. Elle nous a parlé des conflits de valeurs, les conflits d'intérêts, les conflits personnels, les conflits de personnes, les conflits de position. Et donc, on avait dit que les conflits de valeurs sont, on va dire, entre guillemets, difficiles à résoudre. Mais j'ai un auditeur, son pseudo, c'est T avec un cœur, très joli pseudo, T avec un cœur, qui dit, pour lui, Madame Claudia Jimenez, les conflits d'autorité sont les plus difficiles à gérer parce qu'avec son supérieur, quand il a un conflit, il n'arrive pas à dire non. Et justement, le sujet de l'émission hier, c'était apprendre à dire non avec grâce positive. Je vous écoute, Madame Claudia. Alors, ce que je propose, c'est peut-être de décortiquer le conflit. Donc, on a dit le désaccord ne mène pas toujours au conflit. Et si on prend cette situation-là, décortiquons le conflit, si vous voulez bien, Manel. Donc, on est en désaccord. Alors, que ce soit de valeurs, d'intérêts, sur ce qu'il y a à faire, de position, on est dans une situation de désaccord. Souvent, ce qui se passe quand on est confronté à la hiérarchie, effectivement, on n'ose pas dire non, ou on n'ose pas dire ce qu'on ressent, ou la confiance n'est pas là pour pouvoir s'exprimer comme on aimerait. Et donc, ne disant pas non, ou ne disant pas ce qu'on pense de la situation, on entre dans une sorte de frustration. D'accord ? On est en frustration, on n'arrive pas à dire non, on n'arrive pas à dire ce qu'on pense. Et là, on se bloque. Et très vite, on arrête de communiquer. Arrivent alors les non-dits, les rumeurs, on se sent pas bien. Et le fait d'arriver dans cette phase de blocage fait qu'on bascule dans le conflit. C'est-à-dire qu'à partir de là, le problème n'est plus la situation elle-même, le problème devient la personne. Ah. Et on prend la situation comme source de conflit. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Donc voilà, c'est à ça que me fait penser cette intervention de votre auditeur quand il parle de son chef hiérarchique. C'est vraiment le désaccord, cette incapacité justifiée ou non à ne pas
pouvoir ou à ne pas savoir dire non ou les choses ou ce qu'on pense, qui fait qu'on entre dans une situation de blocage des communications, de blocage émotionnel, et très vite, c'est la personne qui devient le problème et plus la situation elle-même. Et c'est avec la personne qu'on est en conflit. C'est très important ce que vous dites, Claudia. Le conflit doit rester professionnel et non pas personnel. On peut être en désaccord ou avoir un conflit au travail, mais personnellement, on peut bien s'entendre. Mais c'est difficile. Séparer les deux, ça reste quand même un exercice difficile, Claudia. Voilà, on peut être, dans ces cas-là, on est en désaccord, on peut être pas d'accord. Accepter, discuter. Quand on est en conflit, souvent, inconsciemment, ça a basculé et on ne voit plus que la personne comme conflit. Vous savez, c'est alors la personne laisse tomber son bic ou fait un petit bruit et ça devient une catastrophe parce qu'il y a autre chose derrière. Donc, quand on est au niveau du conflit, on est souvent en conflit déjà avec la personne. Un coucou de Monsieur MM. Merci Manel et merci Claudia. C'est moi qui vous remercie. Alors, Madame Claudia, j'ai reçu une question de Sarah. Donc, elle dit, vous avez parlé de la concurrence. Elle dit, que faire? Je ne suis en compétition avec personne, mais les autres sont toujours en compétition avec moi. Elle estime que avancer dans le milieu du travail, c'est soit on avance ensemble, soit le navire coule, mais coule pour tout le monde. Et donc, elle dit, que faire? Ils sont en compétition avec moi et je suis quelqu'un plutôt qui... elle dit, je ne suis en compétition avec personne. Ok, alors ça peut être ça peut être une perception comme ça peut être la réalité. C'est-à-dire c'est Sarah qui nous dit voilà, moi je le sens comme ça, je sens que je ne suis en compétition avec personne et que tout le monde est avec moi. Donc c'est sa perception des choses. Voilà, premièrement. Ensuite, je pense qu'elle nous dit aussi, pour moi, c'est avancer tous ensemble. Donc, il faut creuser. Est-ce qu'elle a un problème de valeur? Est-ce qu'il y a un problème de perception ou de sens? Est-ce que pour elle, c'est avancer tous ensemble, alors que pour les autres, c'est avancer chacun séparément? Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut remédier à ça? Est-ce que c'est à elle d'y remédier parce que c'est sa perception, donc est-ce que c'est à elle de discuter avec les personnes? Est-ce que c'est au manager de remettre cette ambiance de travail parce que ce sont les valeurs de l'entreprise de travailler tous ensemble? Ou est-ce qu'il y a cette compétitivité? Voilà, c'est des questions à se poser. Moi, ce que j'entends là, c'est qu'en tout cas, il y a une perception de la situation qui est qu'effectivement, il y a un blocage. Maintenant, il faut creuser d'où vient ce blocage. La meilleure façon, si Sarah me demande comment faire, c'est en tout cas de discuter avec les gens. Il n'y a pas de baguette magique. Donc, la première chose à faire, c'est de bien ressentir ses émotions à soi, de savoir pourquoi est-ce que ça me pose problème, d'où est-ce que ça vient, est-ce qu'il y a vraiment un conflit? D'accord? Ou est-ce qu'on est en désaccord? Est-ce qu'il y a vraiment un conflit? Et comment en parler avec l'autre? Comment écouter l'autre ou les autres? Mais d'abord comprendre chez soi exactement ce qui se passe dans cette situation. Merci Claudia. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission via ma page Instagram Manel Astafid, donc M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T A-F-E-E-D. A-S-T-A-F-E-E-D. Je vais prendre vos questions par la suite, mais je vais quand même avancer sur ma liste des questions. Claudia, s'il vous plaît, les conflits de génération dans une entreprise où il y a plusieurs générations, ça provoque beaucoup de conflits. Comment gérer ce genre de conflit? Alors, je ne sais pas si vous avez des chiffres. Les conflits générationnels, très honnêtement, je ne sais pas s'il y a autant de conflits générationnels que ça dans les organisations. À nouveau, qu'est-ce qui peut se passer entre deux générations? Au niveau, on va dire au niveau technologie, vous voyez ce que je veux dire? Dans certaines entreprises qui sont, par exemple, digitalisées, on peut avoir du personnel qui est là depuis 20, 30 ans et qui a encore du mal avec la digitalisation du matériel ou la vision des choses. Je ne sais pas si vous comprenez mon idée. Si, je comprends tout à fait. Et vous l'avez dit, vous dites c'est la vision des choses. Voilà, on y est à nouveau, c'est la perception. Donc, effectivement, il y a les compétences, mais il y a aussi cette vision de comment est-ce qu'il faut avancer. Pour moi, c'est moins générationnel
que, à nouveau, perception, valeur, etc. Très honnêtement, hein, moi je connais voilà, il faut pas avoir un certain âge pour avoir une vue, par exemple sur le digital. Il y a des geeks d'une génération plus lointaine que les jeunes. Mais vous avez raison. Souvent, en fait, ce qui s'oppose, là, ce sont quoi? Ce sont des idées sur la manière de faire les choses ou des valeurs. Hein? Il faut aller vite pour une génération et l'autre, il faut prendre son temps. Okay? Comment est-ce qu'on règle ça? Vous parliez du manager en début de l'émission. Là, le manager a un rôle évidemment crucial dans l'intégration des différentes générations et des différentes personnes. D'accord. Des conflits qui s'accumulent et qui s'installent durablement, qu'on n'arrive pas à gérer. C'est la responsabilité de qui, Claudia? Pour moi, c'est la responsabilité du manager dans le sens où il n'a pas anticipé et il laisse s'enliser. Donc, quoi qu'il arrive, c'est sa responsabilité. C'est son équipe, c'est ses personnes, c'est sa responsabilité. Après, comme dans la vie réelle, moi je vous dirais c'est la responsabilité de chacun d'éviter les conflits, ou du moins de faire appel à quelqu'un pour aider quand ça s'enlise. Mais la première responsabilité là, c'est clairement celle du manager. Hein. D'accord, Claudia. On a parlé des différents types de conflits au travail. Est-ce que c'est la même chose que les sources de conflits au travail? Oui, c'est exactement pareil, oui. En tout cas, les types de conflits viennent, oui, de ces sources-là. C'est vraiment la même chose. D'accord. Pour mieux gérer les conflits au travail, ce que vous allez nous apprendre, je vais vous poser une question. Les emails, Madame Claudia, les emails écrits sont privés de signaux non-verbaux de l'interlocuteur. C'est-à-dire que si j'ai un conflit avec vous, Claudia, et que j'essaye d'échanger par mail, c'est la chose qui est conseillée, en tout cas pour laisser des traces écrites, au cas où ça dégénère, j'ai toujours une trace écrite. Mais le problème des emails, c'est qu'il n'y a pas de langage non verbal. On ne sait pas si la personne est énervée, on ne sait pas si elle parle doucement, calmement. Qu'est-ce que vous préférez? On s'installe autour d'une table et on discute, ou alors s'échanger par mail pour laisser des traces écrites? On voit, on a tous dans la vie privée, à un moment ou à un autre, eu un conflit parce qu'on a eu une lecture d'un SMS qui n'était pas tout à fait correcte. Non, on a tous eu ça. Donc le côté écrit pour régler un conflit, honnêtement, c'est une mauvaise idée. Donc, si vous voulez une trace écrite, rentrer en conflit, régler la situation, trouver des solutions, avancer. Et à la limite, après, formuler tout ça dans un mail qui dit, voilà, ça c'était la situation, nous en sommes arrivés à telle conclusion. Mais régler un conflit par mail interposé et par écrit, c'est vraiment, je pense, la dernière chose à faire. La dernière chose à faire. Alors, si je vous demande, s'il vous plaît, Claudia, la première étape. On a un conflit au travail, il y avait on va dire, un malentendu, ça se dégénère, on est dans la situation de conflit. Première étape. Alors, la toute première étape, c'est le lâcher-prise. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Ce que je conseillerais, c'est lâcher-prise, prendre du recul et se recentrer sur soi-même. Se demander d'où vient le conflit. Donc, on l'a vu aux questions de vos auditeurs aussi, oui. Hein, c'est perception, est-ce que c'est valeur, est-ce que c'est direction. Donc vraiment de se demander d'où vient le conflit, par rapport de revenir à la situation, d'oublier la personne, de revenir à la situation, de se demander quelle est la chose initiale qui chez moi a déclenché ce désaccord et pourquoi est-ce que moi j'en suis arrivée là, à quel besoin chez moi ça n'a pas répondu, qu'est-ce qui a fait que j'ai basculé dans le conflit, et puis vous disiez se mettre à la même table, je crois que c'est essentiel de commencer à communiquer avec l'autre personne. Donc vraiment, prendre du recul, ramener à la situation et puis à la personne, se demander ce qui nous a touchés et discuter avec la personne, seul ou avec quelqu'un d'ailleurs. Alors, j'ai une question de Sam
par rapport au fait, soit, donc il dit d'après ce que j'ai compris, il faut pas laisser les conflits s'installer. Donc il dit, est-ce que je dois rapidement réagir ou attendre quand même un peu? C'est ce que vous allez, s'il vous plaît, nous expliquer, Madame Claudia Jiménez, mais juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jiménez, consultante, coach et formatrice spécialiste du bien-être au travail. On est en train de parler des conflits en entreprise, les différents types de conflits, les sources de conflits et comment mieux les gérer. Et si un conflit s'enlise, Madame Claudia Jiménez va nous expliquer comment faire. Claudia Jiménez, consultante, coach et formatrice, on apprend beaucoup avec vous. Est-ce que vous allez bien, coach Claudia? Très très bien. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram provisoirement Manel Astafid MANEL.Astafid ASTAFEED. Juste avant la pause, j'avais reçu une question, Madame Claudia de Sam. Il demande, est-ce que je dois réagir rapidement il a peur d'empirer les choses, ou alors je dois un peu attendre que les esprits se calment? Alors, Sam, merci pour la question. Bien sûr, il faut attendre que les esprits se calment, et surtout son esprit à soi. D'abord, parce que sur celui-là, on a contrôle. Mais je vais vous citer une phrase de William James, qui est un psy américain, qui dit, je vais vous la lire, « On admet que l'action suit la pensée, mais il est important de savoir que la pensée suit aussi l'action. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple. Vous avez soif. Vous avez un ressenti. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une bouteille d'eau. Donc, la pensée, action. Si vous vous baladez avec une bouteille d'eau en rue ou dans votre sac toute la journée en main, il y a de fortes chances que vous allez boire plus que si vous n'avez rien à disposition. Donc, il y a une action la pensée qui suit aussi l'action. Et donc, tout ça pour dire que ce que ça signifie, c'est qu'il faut se mettre dans un état où on est apte à pouvoir réagir calmement. Si on réagit immédiatement, évidemment, on va être sous tension. Donc, il faut vraiment prendre du recul, essayer d'avoir un contrôle sur soi aussi. C'est une vraie autodiscipline que de gérer les conflits. Manel, parce que vous aimez bien les étiquettes, je vais revenir à Je vous écoute. Même dans les magasins, je lis les étiquettes. C'est une vraie obsession. Donc, on commence à se connaître, Claudia. Et, vous savez, quand on est en conflit, il y a des personnes qui me disent, quand je les coach, parce que évidemment ça se fait seul, mais on peut se faire aider, qui me disent, oui, mais moi je suis comme ça. Et je dis, très bien, mais ça veut dire quoi comme ça? On dit, non, mais je n'accepte pas ce genre de choses parce que je suis comme ça. Et donc, je dis, voilà, ça c'est une étiquette que la personne se colle elle-même. À elle d'aller creuser, donc avant de lire les étiquettes des autres, lire son étiquette à soi. C'est même une pensée limitante. Hein. Ça Absolument. nous empêche d'avancer. Bien sûr, c'est croire que voilà, il y a quelque chose qui fait que on se dit non, nous on est comme ça, c'est juste qu'on soit comme ça, et donc c'est juste d'avoir ce type de réaction. Oui, on se conditionne. On s'auto-conditionne. Donc, d'abord, lire sa propre étiquette, savoir le pourquoi, quelles sont nos valeurs, ce qui nous bloque, ce qui fait qu'on réagit. Parce que, soyons honnêtes, souvent, les conflits, quand on entre en conflit, c'est souvent pour les mêmes raisons. Hein. C'est quand on creuse un peu, c'est répétitif, c'est quelque chose qui bloque et qui fait plus écho chez nous qu'à la situation elle-même. Donc, vraiment, je dirais oui, bien sûr, prendre du recul, attendre que les choses se calment, mais être actif aussi, pas simplement attendre, faire en sorte d'avoir plus de maîtrise sur soi, mieux comprendre encore une fois le pourquoi cette situation, ce désaccord a tourné au conflit, et quand ça s'est calmé, discuter. Et donc adapter aussi cette attitude extérieure
c'est quelqu'un qui a toujours le visage en colère ou qui est en colère ou qui se sent sous pression. C'est évidemment pas le bon moment pour régler ni un désaccord ni un conflit. Alors, Madame Claudia, j'ai reçu une question très intéressante. C'est Ria, je ne sais pas si c'est un monsieur ou c'est une dame, donc Ria, qui dit pour mieux gérer un conflit, il faut que pendant la négociation, les deux parties se sentent gagnantes. C'est hyper important, Claudia. C'est extrêmement juste ce que dit Ria. Donc, quand on entre en négociation, c'est pas le cas pour tous les conflits, hein, mais quand c'est un conflit de perception ou autre, mais quand on entre en négociation, effectivement, c'est une des manières de résoudre un conflit. Quand on entre en négociation, il faut trouver le terrain d'entente où chacun est gagnant, où chacun va y trouver son compte, où chacun va à un certain moment se sentir bien en accord avec ce qu'il a obtenu de la situation. Mais ça, c'est tout juste. C'est le fameux win-win de la négociation. Alors ici, on arrive à un élément hyper important, Claudia Jiménez, c'est la maîtrise de soi, à savoir garder la tête froide. L'agressivité, ça empire les choses. Claudia, on le voit, des fois un tout petit conflit, il dégénère parce que un des deux parties ou les deux, justement, n'ont pas la maîtrise de soi. Comment avoir cette maîtrise, justement, Madame Claudia? Alors, la maîtrise de soi, c'est vraiment une autodiscipline. Donc, pour avoir cette maîtrise, on ne parle pas de confiance en soi, on parle vraiment de maîtrise de soi, on parle de maîtrise des émotions. Oui. Première chose que je conseillerais à tout le monde, c'est de nouveau ce fameux recul. Il faut évacuer tous les sentiments négatifs. Alors, allez courir, allez chanter, je ne sais pas quel est votre truc à vous, Manel, allez danser. J'allais le dire. C'est vrai, c'est vraiment évacuer tous les sentiments négatifs. C'est la base de la maîtrise de soi. Donc, trouver ce qui nous fait du bien et le faire pour évacuer tous ces sentiments négatifs. Après, à nouveau, c'est apprendre à se connaître. C'est une vraie introspection. C'est l'analyse de sa propre personnalité, de savoir ce qui va nous mettre dans cet état plus calme et méditatif presque, et de comprendre quels sont les éléments déclencheurs chez moi qui vont m'apporter cette maîtrise de moi. On évacue d'abord le négatif et puis on apprend à gérer, même si j'aime pas trop ce terme, à gérer ses émotions. Alors, j'ai reçu une question qui est hors sujet. Donc, Satila Holia. Donc, elle a un problème avec sa fille de 28 ans. Sati, la semaine prochaine, je vais recevoir monsieur Mohamed El-Menjra, spécialiste en transformation rapide. Et on va parler de conflits en famille. Les conflits avec les enfants, avec le mari. Voilà, vous restez connectés sur mon compte Instagram. Je vais annoncer le jour de l'émission. Claudia, on va revenir à notre sujet, s'il vous plaît. Vous avez parlé dans cette émission de prévoir le conflit. C'est très intéressant. On a collé une petite étiquette aussi. J'adore les étiquettes. On a collé une étiquette à un bon manager. C'est quelqu'un qui sait prévoir. Alors, comment les prévoir, justement? En tout cas, c'est quelqu'un qui va anticiper. C'est quelqu'un qui sait anticiper comment les prévoir. Donc, première chose à faire pour le manager, c'est il doit dédramatiser la situation et anticiper tout ce qui peut être conflictuel au sein d'une équipe, par exemple. Comment est-ce qu'on fait ça? On communique. Ça peut paraître simple et bateau, mais on communique. Et communiquer, ça ne veut pas dire envoyer un mail, ça ne veut pas dire placarder quelque chose sur le mur, ça veut aussi dire ça, mais communiquer, ça veut dire être à l'écoute active de l'autre. Donc, entendre ce que chacun a à dire, donner du feedback sur ce qui se passe, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on voit, mais aussi écouter ce qu'on nous dit. Donc, pouvoir recevoir du feedback. Ça, c'est extrêmement important, avoir une communication active. Le nombre de conflits qui sont dus à une mauvaise, je vous disais, incompréhension commune, une mauvaise perception de
ce qui a été dit, ce qu'il y a à faire, hein, fixer les objectifs aussi. C'est pas très clair. On n'est pas certain de ce qu'on doit faire, de vers où on doit aller. Donc vraiment extrêmement important la communication active. Ça va anticiper bon nombre de conflits en entreprise. Après, à nouveau, à lui de connaître les personnes qui travaillent avec lui. Ça demande aussi pour lui de ne pas se dire que son mode de fonctionnement est le mode de fonctionnement de chacun. Donc, il doit accepter qu'il dirige une équipe et que dans cette équipe, il y a des personnalités différentes. Et donc, c'est à lui de bien connaître ces différents types de personnalités et aussi d'évaluer les enjeux. Donc, quand il met quelque chose en place, quand il demande quelque chose, quand il fait faire, à lui d'évaluer l'impact, les enjeux et encore une fois de pouvoir anticiper par rapport à cette connaissance qu'il a de chacun dans son équipe. Ça va, vous avez terminé votre idée, Claudia? Excusez-moi, je vous ai coupé. Non. D'accord. Donc, avant de passer à l'autre question, il me reste quelques minutes. Je vais quand même souligner quelque chose de hyper important que vous avez dit. Communiquer, ce n'est pas coller des messages sur les murs, parce qu'on le voit aussi, des managers, des collaborateurs qui disent on communique, mais coller des mots, des messages, des emails, ce n'est pas ça communiquer. Non, ça fait partie de la communication. Mais c'est pas suffisant, on va dire. Pas suffisant. L'analyse du canal de communication, quel est le meilleur canal? On l'a dit, pour un conflit, le meilleur canal pour le gérer, c'est certainement pas le mail pour d'autres choses. Voilà, il faut chaque fois choisir le bon canal et surtout l'écoute, avoir cette écoute active et être près des gens. Alors, j'ai encore 2 minutes. S'il vous plaît, Claudia, j'ai 2 minutes et 3 questions. Pour trouver la solution, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet, une phrase qui m'a interpellée, que je n'ai pas compris d'ailleurs. Privilégier la relation à la solution pour gérer un conflit. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le faire? Privilégier la relation à la solution. Quand on a tout à l'heure décortiqué le conflit, je vous ai dit, on est en désaccord, on est sur la situation, et quand on entre en conflit, à un moment, on est dans un conflit de personnes. On en oublie même la situation. Oui. D'accord? Donc, si vous reprenez la phrase, vous allez voir que, si vous voulez bien la reprendre, vous allez voir que ça va être limpide maintenant. Privilégier la relation à la solution. Voilà. Donc, c'est vraiment, on est dans le relationnel, parce qu'au moment où on est en conflit, on est d'abord en conflit avec l'autre. D'accord. Merci, Claudia. Comment faire si un conflit s'enlise? 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes, si le conflit s'enlise, faites appel à un coach, faites appel à un médiateur, faites appel à quelqu'un qui va pouvoir vous donner ce recul que vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir. Si ça s'enlise, faites appel à quelqu'un. Alors, j'ai une question, mais je crois qu'on l'a déjà répondu. On en a déjà parlé avant cette émission, Claudia. Le principe du non-agir chinois. Je crois que c'est déjà fait. Vous avez expliqué que ne pas agir, c'est pas une bonne solution, Claudia. Alors, le non-agir chinois, là, le principe taoïste du lâcher-prise, ça, c'est extrêmement bien. Donc, on est dans le lâcher-prise, le non-agir chinois. Mais justement, c'est très différent de attendre que les choses se passent et ne rien faire. Ah, d'accord, j'avais mal compris les choses. Chinois, ce principe taoïste, c'est vraiment lâcher prise, prendre du recul sur ses émotions. Mais c'est très différent de laisser la chose s'enliser et ne rien faire, ne jamais réagir. C'est juste laisser le temps que ça se calme et puis reprendre les négociations, c'est bien ça? C'est le fameux lâcher prise, tout à fait, oui. D'accord. Oui ou non, s'il vous plaît, Claudia, les collaborateurs difficiles, une fois de plus, vous n'aimez pas les étiquettes, mais on va les appeler comme ça. Est-ce que c'est une force ou faiblesse pour l'entreprise? Les collaborateurs difficiles, est-ce que c'est une force ou faiblesse pour l'entreprise? Alors, je ne peux pas répondre par oui ou non à cette question. Est-ce que c'est une force pour l'entreprise? Voilà, là, c'est encore mieux. Ça peut être une force si c'est bien géré, ça peut être une force. Ça peut être une force si on peut, par exemple, si on a quelqu'un qui est très anxieux, on peut utiliser, par exemple, ou profiter de sa rigueur, par exemple. Voilà, tout à fait. Voilà, je vous remercie infiniment, Claudia, d'avoir répondu à mon invitation. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Merci, Manel. Moi aussi, merci.
à tous. C'était un réel plaisir. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris avec vous, Claudia. Merci à nos auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous jeudi 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.